Laurence, c'est la table d'après. Ah, ok. Et Laurence, elle est là. Ouais. J'ai failli me faire remplacer. Oui, vous pouvez commencer. Ouais, ok, merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc démarrer une nouvelle table ronde sur la maturité numérique ou comment mettre les nouvelles technologies au service du bien commun. Je m'appelle Jean-François Lucas, je suis directeur de l'expertise territoire intelligent et numérique responsable chez Auxilia Chronos. Et je vais vous présenter rapidement les trois personnes qui sont à mes côtés. À commencer par Jeanne Carès-Deboc. Jeanne, vous êtes responsable du programme Smart City à la Caisse des dépôts Banque des Territoires. Monsieur Abdelkrim Marchani, vous êtes vice-président en charge de l'économie, l'attractivité, le numérique, l'Europe et l'international à Rouen Métropole. S'il y a une quelconque erreur, vous me reprenez, mais je crois que c'est ça. Et Pascal Hureau, vous êtes maire adjoint à la transition numérique, à la e-administration et aux relations européennes pour la ville de Montrouge. C'est bien cela. On va commencer simplement parce qu'on a un long titre. Et moi, je voulais simplement m'adresser d'abord peut-être aux deux territoires présents. Et puis, Jeanne, tu pourras compléter ensuite le point de vue de la Banque des Territoires, Caisse des dépôts. Ce que la notion de maturité numérique pouvait évoquer pour vous. Et puis peut-être se dire qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être plus mature que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans. Et voilà, comment ça fait écho avec vos politiques territoriales. Si le micro est allumé, c'est bon. Vous m'entendez bien. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc pour nous, le fait est que sur cette question de maturité numérique, nous avons identifié 4 grands axes sur lesquels il nous semble nécessaire de toujours avoir un œil vigilant et persévérant. Le premier axe, c'est de ne jamais oublier les fondamentaux d'une infrastructure à la fois bien sécurisée, bien performante, bien résiliente, donc une infrastructure forte. Le deuxième axe, c'est d'avoir toujours en tête l'objectif, c'est que nous servons des citoyens et que l'innovation numérique doit être au service des besoins de nos citoyens. Pas pour se faire plaisir, pas pour répondre à une mode, pas pour répondre à une offre, par exemple, technologique qui voudrait s'imposer. Le troisième grand axe, c'est le fait qu'il nous faut toujours de la flexibilité. Une collectivité qui a une forte maturité sur le numérique doit toujours être capable de rester très flexible face à l'imprévu. On a eu la crise du Covid, on a des phénomènes de variation importantes, ne serait-ce que dans nos équipes internes, de recherche de compétences, etc. Il faut vraiment arriver à faire face à l'imprévu. Et puis le dernier axe, c'est de rester ouvert sur l'extérieur, de ne pas travailler uniquement pour soi-même en interne, mais d'avoir toujours de la veille technologique, des échanges avec les pairs, PAI, RS, d'avoir des réseaux. Nous sommes membres, et je dirais fortement contributeurs de Ville Internet, on en reparlera tout à l'heure. C'est un exemple, je dirais, d'ouverture vers les autres et d'implication sur le secteur. Merci beaucoup. Donc, beaucoup de choses. On va essayer de revenir au cours de cette table ronde sur les différents aspects que vous avez évoqués. Mais peut-être le point de vue de Rouen pour le... Déjà, merci pour l'invitation. Bonjour. Je suis complètement d'accord. Vous avez dit quelque chose qui m'a bien plu au service du citoyen. Et je pense que la maturité numérique, c'est aussi la maturité de nos concitoyens sur le numérique. Et à ce titre, en tout cas c'est comme ça qu'on le prend sur Rouen Métropole, c'est que le politique doit amener de la connaissance, doit amener faire monter en compétence l'ensemble de la population sur la maturité numérique. Donc la maturité numérique, pour moi, c'est la maturité de nos concitoyens et quelque part de nos consommateurs. Parce qu'on a des citoyens qui, effectivement, consomment et on a cette volonté, dans un contexte d'être beaucoup plus allant sur le développement durable, qu'on ait une connaissance très précise du numérique, de ce qu'il peut apporter. Et charge à nous, on verra un peu plus en détail tout à l'heure, charge à nous d'apporter la formation, la connaissance, l'information à nos concitoyens et dans toutes les strates. On a 40% de la population qui ne se sent pas à l'aise avec le numérique. C'est donc aussi, et non pas seulement, mais aussi aux politiques de créer les conditions pour que l'ensemble de la population puisse accéder à ce savoir. Merci beaucoup. Jeanne, il me semble que vous avez développé un outil sur la question de la maturité numérique pour aider
les territoires à avoir une première vue de leurs actions et de leur maturité. Tout à fait. Il marche? Très bien. On a essayé de construire en fait une grille de maturité numérique avec le CEREMA et on a mis en ligne, donc c'est en ligne gratuit, vous pouvez y aller et puis vous évaluer, un autodiagnostic. Un autodiagnostic. C'est compliqué là. Un autodiagnostic de la maturité numérique des territoires. Et alors, quand on a fait cette grille justement et qu'on s'est posé la question de c'est quoi la maturité numérique, qu'est-ce qu'on met dedans, je vous cache pas qu'on s'est un peu pris la tête. Et avec le CEREMA, on a défini 6 grandes thématiques. Alors, il ne s'agit pas de tout bien faire, etc. Et on y reviendra après sur les prérequis. C'est juste, nous, ce qu'on a voulu, c'est juste donner un outil qui permette de se dire, ah bah oui, là, je fais ci, là, je fais ça. Ah tiens, là, il y en a d'autres qui font comme ça. Alors, nos 6 grandes thématiques, ça a été l'appréhension de la transition numérique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a une organisation interne avec un chargé de mission ou pas? Est-ce qu'il y a une transversalité? Sachant qu'en fait... souvent, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Chacun fait à sa manière. Hein. On essaie juste de donner ce qui existe. Le deuxième sujet, c'est le travail avec l'écosystème. Et ça, on l'a vu, nous, on a accompagné pas mal de collectivités. Et on voit que quand elles se lancent sur ces sujets de feuille de route numérique, il y a l'émergence du travail avec l'écosystème. Donc, c'est je construis ma politique publique avec les citoyens. Donc ça, on en parle beaucoup. Mais aussi, comment je travaille avec les entreprises locales. Comment je travaille plus avec les associations. Et ça, on voit que c'est tout ce sujet de transversalité, en fait, qui se développe. Troisième élément de la grille, la modernisation de la relation avec les citoyens. Donc, participation citoyenne, on en a parlé, mais aussi tout ce qui est dématérialisation. Et on voit bien, nous, quand on accompagne les collectivités, quand elles se lancent sur ces sujets de transition numérique, souvent, le premier projet qui émerge, c'est le projet de gestion de la relation citoyen. On nous le dit, je veux dire, on reçoit des messages Facebook de partout. Comment on gère cette omnicanalité ? Nouveaux services aux habitants, parce que le numérique permet ça aussi, d'offrir de nouveaux services, de la mobilité partagée pour les commerces, etc. On a mis un volet sur l'utilisation du numérique au service de la transition écologique et énergétique. On sait que le numérique consomme et qu'il y a un sujet de numérique responsable important, mais le numérique peut également être utilisé au service des enjeux environnementaux. Et puis enfin, la gestion des données. La gestion des données, l'open data. Donc, on peut aussi agir sur ces sujets-là pour mieux piloter nos politiques publiques. Et j'y reviendrai. Merci. Alors, moi j'entends une vision plurielle de la question de la maturité. Et on va essayer de revenir sur quelques points qui nous descendent peut-être de certains baromètres qui ont pu être publiés par le passé, où on avait une vision plutôt incrémentale et linéaire de la maturité, pour le dire vite, où il fallait accumuler les infrastructures, les équipements, et puis on avait une note à la fin, on nous disait vous êtes plus mature qu'à côté. Là, il me semble qu'on est dans une autre perspective, et peut-être heureusement pour ça. Avant de revenir, je dirais sur 2 volets, vous avez à la fois évoqué un volet plutôt interne lié à votre organisation et à la nécessité, comme vous disiez, charge à nous aussi de mettre en place certaines choses. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'on revienne après sur la question de la participation, de l'implication des citoyens, qui est un peu quelque chose qu'on discute à chaque fois, mais on a besoin de retour d'expérience pour savoir comment vous faites. Vous avez parlé de prérequis, peut-être de manière assez simple. Avant de se lancer dans ces sujets-là, il y avait la formation, la sécurité. Quels sont pour vous les prérequis avant de vous lancer dans une démarche de territoire intelligent, de smart city, ou de peu importe les termes? Oui, je reviens sur le premier point que j'avais évoqué tout à l'heure, qui est aussi le fait que ces fondamentaux qui correspondent à la robustesse d'un système d'information qui doit être là disponible pour un utilisateur qui en a besoin. On ne peut pas, si vous voulez, faire dépendre toutes nos innovations technologiques d'une infrastructure qui ne serait pas à la hauteur. Donc c'est très important de bien garder à l'esprit qu'il faut, par exemple, travailler sur la sécurité, travailler sur la redondance des data centers, le fait de faire du PCA-PRA, c'est-à-dire du plan de continuité d'activité ou des plans de reprise d'application. La possibilité d'avoir en interne véritablement des outils de monitoring de tous ces systèmes de façon à tout de suite réagir s'il y a un problème. Et plus vous avez un système redondant, sécure au niveau, je dirais, cybersécurité également, qui est un très grand sujet, surtout ces années-ci, mieux vous saurez répondre à cette demande de continuité de service. Car l'objectif unique, c'est bien la continuité de service pour les citoyens. Donc en interne, ça c'est, je dirais, l'aspect technique, technologique. Après, vous avez un aspect d'organisation un peu des priorités.
En interne, vous avez des éléments, par exemple, de priorisation de projets. Nous avons fait un schéma directeur numérique sur 4-5 ans qui nous permet de dire, ben voilà, on va commencer par ça, ensuite on sait que tel métier n'est pas encore tout à fait mûr pour exprimer ses besoins, donc on attend l'année prochaine. Vous voyez, donc c'est une réflexion tous les ans revue, vraiment en détail pour se dire quelle est la priorité. Et là, ce schéma directeur numérique permet aussi d'avoir un dialogue avec les fournisseurs. Parce qu'à ce moment-là, on peut très bien leur dire, oui, vous faites partie des domaines de priorité que nous avons cette année ou pas. Les questions internes, c'est également les ressources humaines et les équipes. Il faut savoir faire travailler les gens ensemble, donner un esprit, je dirais, de bonne cohésion dans la direction. Alors on a changé le titre, on n'a pas une direction des systèmes d'information, on a une direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information, DINSI. Alors au-delà du titre, ça veut dire qu'on recrute quelqu'un à ce poste qui a la double casquette de bien gérer les avancées dans l'innovation numérique et en même temps de s'assurer que le système d'information est là tous les jours. Je me permets une petite question. Vous disiez sur votre schéma directeur, c'est revu tous les ans. Peut-être que ça intéresse les gens. Oui, parce qu'un bon schéma directeur, c'est pas figé pour 4 ou 5 ans. Bien il y a sûr. trop d'évolution dans les besoins, dans les expressions de besoins. Dans tout. Donc il y a aussi des budgets qui glissent, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire un projet, par exemple. Un projet qui glisse d'une année à l'autre, ce n'est pas un drame. Simplement, il faut savoir le garder avec persévérance pour l'année suivante. Il faut savoir expliquer pourquoi ce n'est pas disponible tout de suite. Il y a un rythme. Moi, je viens du privé, je viens des grandes entreprises privées au départ. Il est évident que quand vous venez du privé, vous êtes atterré par la lenteur, la patience que vous devez avoir dans le secteur public. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et on apprend, quand on est élu au bout de quelques années, qu'il faut effectivement être réaliste là-dessus et se dire, on a un mandat de 6 ans, on a des priorités dans ce mandat et on fait en sorte que tout soit réalisé dans le mandat. Après, il y a des petits changements d'année, puis c'est pas bien grave. Merci. Monsieur Marciani, je crois que vous êtes élu depuis 2 ans. Si je C'est dis ça, pas de bêtises, exactement. c'est ça. Tout à Du fait. coup, votre retour. On est bien sur l'interne, c'est-à-dire que Pardon. sur la question que vous voulez Des poser. prérequis à la base de la chose, juste. Ok. Sur les prérequis, moi je reviens sur la cybersécurité pour le coup, et on le voit, nous on est très souvent attaqués. En tout cas, moi c'est un vrai sujet parce que étant en charge du développement économique, il y a la dimension des institutions, effectivement, comme les nôtres, des collectivités, mais on a aussi nos entreprises qui sont très attaquées. Donc là aussi, c'est un des aspects sur lequel on appuie beaucoup. Je sais que l'État a mis en chose un certain nombre de places, la région Normandie aussi, pour les petites entreprises, on va dire. Mais sur les grandes entreprises, là aussi, on a des difficultés très très fortes. Et c'est ce que je disais, la pédagogie, l'information fait partie de... Donc si on n'a pas un outil sécurisé sur lequel on a un minimum de souveraineté, là on est vraiment en risque. Donc ça, pour moi, c'est une base qui est très importante. Ensuite, il y a, je vais revenir dessus, mais c'est toujours la même chose, c'est la formation de l'ensemble du collectif. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tous les systèmes que vous voulez, si vous avez des utilisateurs qui ne sont pas formés, qui ne sont pas informés, là, vous avez des grandes failles dans votre système. Et un des exemples très concrets que l'on fait maintenant, toujours je vais revenir souvent là-dessus parce que je trouve que c'est là-dessus qu'il y a, en tout cas sur notre territoire, mais j'ose imaginer que c'est à peu près pareil partout, il y a un déficit de connaissances. Et là-dessus, probablement qu'on échangera un peu plus en détail, mais avoir un système en sécurité et des utilisateurs formés, pour moi, ça c'est le prérequis. Merci. Alors, pour faire le lien, du coup, on était sur les prérequis, effectivement, là, sur les 2 volets maturité, plutôt sur le côté interne. On a évoqué la formation. Vous avez évoqué, c'est pour ça que je vous demandais sur le schéma directeur, au-delà, je me doute bien que c'est revu, c'est plutôt dans le process et sur la question même de l'évaluation, en fait. Oui. Comment on peut avoir cette obligation, on en avait un peu parlé, soit de résultats, soit voilà, en mode projet, comment vous gérez ça? Il y avait une stratégie générale à notre schéma directeur qui a été de dire pour pouvoir dégager des marges d'investissement pour encore innover encore plus du côté des citoyens, il faut travailler sur la productivité interne des agents. C'est-à-dire que plus on permet à nos agents d'être formés et d'être productifs, c'est là qu'on se rejoint sur le terme de la formation, plus on aide les agents internes à être productifs, plus évidemment ils vont donner un meilleur service aux citoyens qui les sollicitent. Donc là, il y a une relation directe. Mais aussi, plus on va avoir, sur le plan technologique, les moyens de réinvestir après sur des éléments
plus tournée directement vers le citoyen. Donc ça, c'est effectivement la liaison entre les deux. Nous, sur les sujets alors en interne, il y a des choses très simples. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne dans vos collectivités, mais on a malheureusement encore des sujets de silos. Et donc travailler sur le numérique, quand vous laissez l'organisation en roue libre, ça ne fonctionne pas. Parce que tout le monde y va de sa création, tout le monde y va de son outil. Et in fine, on crée des outils extraordinaires, mais absolument pas, qui ne communiquent pas entre eux, qui ne piochent pas dans les mêmes bases de données, enfin bref. Donc on a créé volontairement un groupe pluridisciplinaire au sein de Rouen Métropole, dans lequel on a un certain nombre de représentants de chaque pôle. Et donc c'est un collectif sur le développement numérique du territoire. Comme ça, on a une homogénéité des créations. Et ça sert aussi un peu en tamis, parce qu'on a besoin d'évaluer. Et chaque nouveau projet, systématiquement, il doit pouvoir avoir des indicateurs qui nous permettent de vérifier si oui ou non nos concitoyens s'approprient l'outil, est-ce qu'il est utile ou pas, et est-ce qu'il est développement durable compatible dans le développement du projet, etc. Donc c'est très important pour nous. Alors ça crée une étape supplémentaire, mais quelque part on gagne énormément de temps et c'est beaucoup plus lisible pour nos concitoyens. Et ça c'est pour, j'allais dire peut-être les représentants, et derrière on forme systématiquement l'intégralité des utilisateurs internes et des salariés de la métropole. Donc petit à petit, sur la cybersécurité, mais c'est aussi sur le souci de mieux utiliser la data, là aussi, mais on s'appuie beaucoup sur l'écosystème pour le coup, parce qu'on a un écosystème très riche sur Rouen et sur la métropole de Rouen, et donc on travaille avec eux, on prend conseil auprès d'eux, et pour le coup, alors ça fait maintenant 1 an que c'est en route, et ça fonctionne plutôt bien. Alors il y a des réticences parfois, vous avez des chapelles forcément, des gens qui ont développé des choses qui ne veulent pas. Non, donc on a créé un outil, c'est une application. Donc nos concitoyens vont sur une seule application. Donc ça on pourra en parler après, mais il faut que sur cette application on puisse avoir l'ensemble des services disponibles et donc charge aux services de remonter ensemble et de manière croisée les infos, les données pour qu'on puisse avoir des outils qui soient utiles pour le quotidien de nos concitoyens. Ça paraît simple comme ça à expliquer, parce que pour le coup ça paraît cohérent et logique, mais pour des institutions qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, c'est plutôt une révolution. Alors on reviendra sur peut-être comment vous assurez justement que c'est utile aux citoyens usagers, mais peut-être Jeanne Carrez-Deboc, vous mettez en place un certain nombre d'indicateurs, d'outils pour les territoires. On a parlé de la formation, il y a peut-être aussi d'autres dispositifs pour évaluer des projets qui peuvent servir à différents territoires. Je voulais revenir sur les prérequis. Oui, pardon, je suis passé. Non, mais juste un mot, c'est que nous, en fait, on accompagne les collectivités locales, notamment, donc l'État a créé un programme qui s'appelle le programme Action Cœur de Ville, pour accompagner 222 villes moyennes de France à la redynamisation de leur territoire. Nous, on est partenaire de ce programme et on a choisi de les accompagner donc, pour la redynamisation, mais également sur les volets numérique innovation. Et donc, je voulais vous faire un petit retour de ce qu'on a vu. Alors, ce sont des villes qui sont moins, on parle de maturité, donc qui sont moins mûres que les vôtres. Et en fait, on a vu quelque chose dont on n'a pas forcément encore parlé, c'est pour ça que je voulais juste le dire. C'est que donc on travaille avec des consultants qui vont les accompagner et beaucoup sont revenus nous dire mais en fait, il y a un sujet, c'est qu'on doit faire une feuille de route numérique, mais on n'arrive pas jusque-là. Parce qu'en fait, il y a un sujet d'acculturation hyper fort, à la fois pour les collaborateurs, pour les élus, de savoir à quoi ça sert, à quoi sert le numérique, pourquoi j'ai intérêt à y aller. Et ça, en fait, c'est aussi un prérequis. Il y a les infrastructures, mais il y a aussi ce sujet-là. On parlait aussi de transversalité, et là, je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est vrai que moi, j'ai vu, par exemple, dans des villes, une ville qui avait sorti un portail jeunesse, pas en lien avec la DSI. Donc ça arrive, quoi. Et c'est vrai que se mettre en ordre de marche permet de moins travailler en silo. Après, on n'est pas contre les silos. Je veux dire, un métier, il a aussi son sens. C'est son métier. Mais de créer des passerelles. Et puis, sur ce sujet de l'interne et des outils dont tu parlais, Jean-François, nous, il y a le sujet, vous en avez beaucoup parlé, ce sujet d'embarquer les agents, d'embarquer tout le monde. Donc il y a le sujet aussi d'outils. Si un outil fait trop de choses, on aura peut-être du mal à embarquer les agents. Donc vraiment, chacun doit savoir à quoi il sert. Non mais de toute façon, je parle fort. Et puis
Et puis nous, ce qu'on fait, alors c'est l'étape encore d'avant, on a un partenariat avec Pix. Parce qu'en fait, le sujet, c'est aussi de ne pas laisser sur le côté, sans bagage, des agents. Qui ne seront pas forcément ceux qui géreront les outils, mais tous les agents de la ville. Et donc, on a un partenariat avec Pix, qui est une start-up d'État, qui fait de l'évaluation des compétences numériques, qui travaille beaucoup pour les administrations et pour les entreprises. Et on a lancé avec Pix des parcours dédiés pour les collectivités locales, pour des évaluations de compétences numériques des agents, avec des parcours pour les agents en fragilité, des parcours sur les agents qui accueillent des gens, parce que les agents accueillent beaucoup des gens qui ont besoin de faire des démarches numériques, etc. Merci. Alors, on a parlé d'évaluation, de s'assurer que vous, territoire, vous développez des services pour les citoyens, habitants, usagers. Il y a le titre où on nous dit, et c'est presque une évidence, de mettre des nouvelles technologies au service du bien commun, j'ai envie de dire heureusement. Mais en fait, comment on va au-delà de cette ambition? Comment on s'assure vraiment, et comment vous faites, je dirais, même pour vous assurer, soit de l'évaluation, soit de l'implication, participation citoyenne, que ça soit, je dirais, une fois que le service est sorti, mais même lors de la conception. Est-ce que vous avez les moyens? On sait que c'est quelque chose de très compliqué d'embarquer des usagers. Comment vous assurez de ça? Est-ce que c'est quand même ça la finalité? Peut-être juste un exemple très concret. Dès lors qu'on veut mettre en place une application au service de nos concitoyens, on demande systématiquement s'il y a indicateur ou pas. Pas d'indicateur, ça ne rentre pas. Sauf si c'est une expérimentation et qu'il y a besoin de... C'est-à-dire que quand on veut industrialiser, c'est nécessairement avec indicateur, sinon ça ne passe pas. Parce que ce qu'on s'est donné en obligation, d'ailleurs pas que sur le numérique, sur l'ensemble de la politique qu'on mène, c'est obligation de résultat, et pas qu'une obligation de moyens. L'idée, c'est pas de dire, et d'aller vers nos concitoyens et de leur dire « mais non, on a mis une appli, on a fait des choses ». Non, ça marche pas. Et si ça marche pas, on s'éternise pas. Et on a mis par exemple une application sur le tri des déchets, un sujet qui fait rêver, mais qui au final joue beaucoup sur l'attractivité d'un territoire. Et cette appli-là, qui permet à nos concitoyens de prendre une photo et d'envoyer en mettant la rue, voilà, ici ça déborde, telle poubelle, ici il y a eu tel truc, enfin bref. Et nous aussi de monter de l'information. Pour nos services, au début, ils disaient qu'est-ce que c'est que ce truc, on va communiquer avec tout le monde, mais on sait ce qu'on a à faire. Non. Et au final, on a mesuré simplement le nombre d'utilisations. Simplement, un outil qui n'est pas du tout utilisé, des photos qui ne sont pas remontées, alors que les rues peuvent parfois déborder sur tel ou tel sujet parce qu'il y a eu une fête, ou bref, c'est que ça ne marche pas. Et donc on arrête. Et c'est vraiment... Alors je sais que c'est un crève-cœur pour nos services, mais on essaye d'inculquer de plus en plus. Ça fonctionne, on accélère. Ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas, on arrête. On passe à autre chose. Il ne faut absolument pas s'éterniser sur une idée si ça ne fonctionne pas, si ça n'accroche pas. Et alors celle-là, elle a fonctionné? Oui, elle fonctionne et ça marche bien. C'est-à-dire que, et sinon, on l'aurait clairement mis de côté, quoi, retiré. Moi, j'ai deux exemples à vous donner où on mesure très précisément les choses. Il y a 2-3 ans, on a créé un portail sur smartphone pour que les citoyens s'expriment et signalent des dysfonctionnements, par exemple. Ça se voit de plus en plus. Eh bien, on mesure le nombre de cas qui arrivent, le nombre de cas traités, le nombre de réponses qui sont données aux demandeurs, etc. Il y a des statistiques très précises. Ça permet de voir aussi dans le temps comment ça évolue. Si les gens l'utilisent toujours un peu plus ou un petit peu moins, et s'il y a des périodes dans l'année où ils l'utilisent moins, etc. Deuxième exemple très intéressant, c'est le pass numérique. On va parler d'inclusion numérique beaucoup. Pour pouvoir utiliser les services, il faut absolument que les citoyens soient à même de jouer la dématérialisation. Parce que c'est joli de faire en sorte que nous sommes nous-mêmes dématérialisés dans nos processus, mais il faut que les citoyens les utilisent. Et là, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le centre administratif, où vous savez, on a les affaires civiles, on a les gens qui se présentent là pour un certain nombre de démarches. Et puis, la personne qui est à l'accueil, on est dans l'humain, là, on est dans la rencontre physique, la personne qui est à l'accueil repère les personnes qui auraient pu le faire par Internet directement pour prendre rendez-vous, ne serait-ce que cela, ou déjà déposer des pièces en ligne, etc. Et cette personne renvoie les gens sur notre écosystème du pass numérique, qui est un partenariat avec la métropole du Grand Paris. Nous sommes sur les 18 territoires d'expérimentation l'année dernière, la ville qui est arrivée en tête, avec à peu près 350 bénéficiaires en 6 mois. En 6 mois, donc ça fait à peu près 700 par an, et à peu près 2500 heures de cours donnés pour arriver à faire en sorte que les citoyens utilisent un ordinateur plutôt que de se pointer physiquement à un guichet.
Donc on est à la fois dans la dématérialisation des processus et en même temps dans l'accompagnement numérique. Et ça se mesure. Jeanne, est-ce que du côté de la Banque des Territoires, il y a aussi des démarches, des retours d'expérience? Je te pose la question, parce qu'on parlait d'écosystème, d'apprentissage au début, et en fait quand vous déployez des outils comme les vôtres, où on sait que c'est déployé dans d'autres territoires, est-ce que vous vous nourrissez de retours d'expérience d'autres territoires? Est-ce que vous arrivez à le faire? Est-ce que vous savez où aller voir? Ou au final, vous vous en remettez peut-être, je ne sais pas si c'est une application que vous avez développée vous-même, voire via un prestataire, pour, je dirais, peut-être pas refaire les mêmes erreurs qu'on peut être fait à côté, et du coup, en termes de maturité, peut-être progresser ou... Voilà. Est-ce que vous parliez de réseau également au début? Est-ce que c'est des choses évidentes, pas évidentes? Est-ce que c'est un besoin pour vous aussi? Là, pour le coup, là aussi, c'était une méthode qu'on a mis en place dès notre arrivée. S'il n'y a pas de benchmark, on ne valide pas l'idée. Si Okay. elle n'a pas été, si on n'a pas vu ailleurs. Moi, je suis membre de l'AEF, l'association des élus de France, et pareil, je consulte énormément les autres élus pour savoir un peu ce qu'ils font. Je demande aux services systématiquement, en France et en Europe, et même ailleurs dans le monde, qu'est-ce qui se fait, comment on peut profiter de cette intelligence collective. Donc ça, il ne peut pas y avoir de présentation de dossier s'il n'y a pas eu un benchmark en France et en dehors du territoire. C'est systématique. C'est comme la base de données Atlas que nous avons dans Ville Internet, où chaque ville membre de Ville Internet peut et doit même déposer chaque année ses projets innovants, ses nouveaux projets, de façon à garder son score, si vous voulez. Et c'est important parce que cela permet d'avoir toujours une avancée un petit peu stimulée, et en même temps de pouvoir aller rechercher dans cette base quelle est la ville en France qui a déjà bien mis en évidence ou en œuvre tel ou tel projet auquel nous, on est en train de penser, d'envisager, de lancer. Donc c'est vraiment une base de référence qui est évidemment complétée par le congrès des élus au numérique, là, qui aura lieu le 6 octobre prochain, et qui va pouvoir réunir, là sur Paris, la possibilité de vraiment échanger entre pairs. Je disais tout à l'heure, c'était un des indicateurs, puisqu'on parlait d'indicateurs à l'instant, c'est aussi un indicateur d'ouverture des directions informatiques et des élus au numérique vers leurs pairs, vers leurs homologues, pour aller chercher des idées, s'enrichir mutuellement. Et voilà, ce congrès des élus au numérique du 6 octobre est un bon moyen de le faire. Nous aussi, on essaie de mettre à votre disposition des partages d'expériences, etc. Typiquement sur la donnée, on a sur notre site internet, on appelle ça Destination Data, des retours d'expérience d'une quarantaine de collectivités qui ont mis en place des projets. Et sinon, on lance des études aussi sur des sujets un peu innovants. Typiquement, il y a un moment, tout le monde nous parlait du jumeau numérique. Donc on s'est dit, alors le jumeau numérique, c'est quoi? Est-ce que vraiment ça a du potentiel? Et donc on a creusé le sujet, on s'est rendu compte que c'était hyper intéressant comme outil à condition, avec un certain nombre de conditions, qu'aujourd'hui ça restait quand même assez cher, donc peut-être moins pour des petites villes, et qu'il fallait déjà avoir une maturité numérique assez forte pour s'en doter. Et donc on a publié un livrable, et donc sur notre site, en fait, on essaie de partager toutes nos réflexions, et on publie par exemple là en octobre avec la Poste, le 4 octobre, une note avec les tendances de l'utilisation de la donnée dans les territoires. Et je me permets de faire ta promotion, mais vous avez aussi à la fois des livrables très bien faits, donc des préconisations sur les jumeaux numériques et d'autres. Et vous avez aussi des boîtes à outils. Typiquement, on n'a pas parlé de données, mais sur les clauses juridiques qui peuvent être des choses facilement activables pour des territoires qui seraient peut-être pas, qui auraient besoin d'accompagnement ou d'aide, qui seraient peut-être pas assez matures sur ces sujets-là. Vous avez aussi toute une palette d'outils. Je crois qu'on nous a demandé de rattraper le temps que ceux d'avant nous avaient grappillé. Mais du coup, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions dans la salle, juste un complément d'information, un retour d'expérience ou autre. Ah bah il y en a deux a priori. Je vais me lever, bougez pas. Oui, je voulais vous remercier pour ce débat parce que c'est très pertinent et au moins, pour ma part, j'ai l'impression d'être en phase avec le contexte quand même délicat. Je vais essayer de me contenir un peu. On peut parler moi je parlerais de désespérance numérique pour nos concitoyens, puisque je crois que, effectivement, je vous rejoins, l'innovation en matière numérique, c'est de répondre
tout d'abord aux besoins de nos concitoyens. Hein, je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle, mais c'est ça. Et pour mon cas, et peut-être que ce sera le cas d'autres élus ou d'anciens élus comme moi, on se rencontre tous les jours, c'est-à-dire même quand un ancien élu, lorsque je suis moi dehors, je ne peux pas même faire 200 mètres sans me faire interpeller par les concitoyens de ma ville qui sont complètement, si je puis dire, surtout pour les personnes âgées. Moi, j'ai très mal au cœur pour les personnes âgées. Ça me fait très mal, les handicapés qui sont complètement en dehors du numérique, il faut le dire. Vous parliez tout à l'heure de données, de gestion de la donnée, ou gestion des données. Il faut aussi parler de la gouvernance. La première question, c'est quand serons-nous souverains numériquement? Parce que tout à l'heure, il y a peut-être les interlocuteurs qui étaient avant sur la sécurité, et notamment sur la cybercriminalité. On peut parler aussi, comment dirais-je, il parlait du CSU, du Centre de sécurité urbain qu'on a dans nos villes. Moi, je vous invite à regarder ce que font les agents dans le CSU la moitié du temps. Bien, ils s'y ennuient. Et il faut parler aussi de la gestion des données. Où vont ces images? Où sont-elles hébergées? Si nos données partent toutes à l'étranger, moi je crois que nous ne sommes pas souverains. Mais je pense que la première question, c'est ça. C'est quel est votre constat? Parce que je ne sais pas, je n'ai pas retenu dans quelle ville vous étiez. Est-ce que vous avez cette espèce de précarité numérique? Parce que l'innovation, c'est ça. L'innovation, c'est d'abord de réussir, nous, ici en France, pour répondre, je le répète, à nos concitoyens. Et ce n'est pas le cas. Donc la question, c'est est-ce que vous pourriez organiser peut-être un webinaire avec des élus, des anciens élus, mais aussi des citoyens, puisqu'on voit bien qu'ils sont éloignés. Moi, j'ai des citoyens, j'habite à Clichy-la-Garenne, hein, donc je ne suis pas très loin, dans le 92, qui ne savent pas ce que c'est que la donnée. Voilà, on en est là. Et ça concerne même des jeunes. Donc, il se pose la question de l'éducation. Est-ce que vous avez un constat à nous faire, sur les collectivités territoriales? Et est-ce que vous seriez d'accord pour organiser un webinaire ou une conférence avec, je ne sais pas moi, des gens qui sont dans la salle, mais aussi des citoyens, parce qu'on voit qu'ils ne sont pas acteurs. C'est-à-dire qu'on ne les consulte pas pour pouvoir innover. Et je pense qu'il faut repartir du terrain. Je rejoins complètement oui, il y a plusieurs questions dans votre intervention. Déjà, sur la donnée, je pense que c'est un mot qui est plus partagé et compris par ceux du métier plutôt que par le citoyen. Je pense que le citoyen, il a besoin d'informations. Il a besoin de points de repère, il a besoin de savoir à qui s'adresser en cas de... Bon. Et là, je dirais que c'est pas trop son problème que la donnée soit bien gouvernée, comme vous dites. On a aussi un CSU, les gens ne s'y ennuient pas, il y a plus d'une centaine de caméras de vidéoprotection, les citoyens acceptent la vidéoprotection, ils savent que les données sont supprimées au bout de 24 heures, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, j'ai plus de nouvelles interpellations sur d'autres sujets, comme par exemple les antennes de téléphone mobile 5G qui vont peut-être se déployer, et est-ce qu'il n'y a pas des ondes qui vont gêner tel et tel voisin de l'antenne? Voilà, ça c'est très concret. Mais il ne parle pas de la donnée de l'onde, vous voyez, il parle des dégâts pour la santé. Ils vont vous parler du rayonnement. Voilà. Donc il y a des mots à utiliser avec les gens qui passent peut-être plus facilement quand on leur explique et quand il faut tout simplement tenir bon sur des projets auxquels ils tiennent, parce que la sécurité, finalement, compte plus que ce droit à l'image que vous aviez un petit peu envie d'interpeller, parce que la sécurité passe avant. Moi, je voulais répondre, mais peut-être laisser monsieur intervenir comme il avait levé la main, comme ça je répondrai potentiellement aux deux si c'était une question. Alors, moi, je ne suis pas le maître du temps, mais je crois qu'on va se faire couper rapidement. On prend les questions et 2 minutes. Et je serai rapide dans la réponse. Oui, bonjour, ça sera rapide. Donc, par rapport, donc, pour faire suite... Ah oui, j'arrive. Je suis donc Abdelatif Eda de la mairie de Saint-Ouen. Je m'occupe de la donnée et de la Smart City. Donc, par rapport à ce qu'il vient de dire, dans la continuité de ce que vous dites, madame, donc le problème des collectivités, bien sûr que la donnée, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose c'est quelque chose qui est à la base donc, de la politique de la ville pour l'ensemble des services. Mais ce qui est quelque chose de fascinant, mais aussi inquiétant. Inquiétant pourquoi? Parce que la maîtrise de la donnée n'est pas totale dans une collectivité.
par le fait qu'il y a des intervenants privés qui viennent donc offrir des compétences au sein d'une collectivité. Ces données-là donc sont à la propriété normalement de la ville, mais c'est celui qui les traite qui s'empare déjà d'une. L'autre chose, comment on peut être donc dans la souveraineté des données pour une collectivité, sachant que les GAFAM ou bien les clouds ou bien donc d'autres opérateurs donc, qui interviennent, qui peuvent éventuellement les stocker ailleurs. Parce qu'on n'a pas donc un cloud souverain en France. L'exemple qui était donc le GAIX, normalement qui devrait être souverain, européen souverain, malheureusement, donc il y a des interventions des étrangers américains, etc., donc qu'elle est tombée à l'eau, donc malgré toutes les dépenses qui étaient faites. On a parlé aussi donc du projet entre Google et Thales. Donc, je me demande où il est la souveraineté là-dedans, puisque Google n'est pas français, et donc la difficulté, elle est là. Donc, la maîtrise d'abord de la donnée par la collectivité, l'ensemble de la donnée, et comment on peut assurer la souveraineté au-delà de la sécurité, la cybersécurité, etc. Mais je vais essayer d'être rapide et puis après peut-être d'abord sur les personnes qui sont vraiment en difficulté. Nous, on a mis en place des cabines connectées pour les communes. Donc on finance 50% pour une commune qui souhaite mettre en place des cabines connectées, qui permet aux concitoyens qui n'ont pas accès directement, parce que vous parliez de la connaissance, mais aussi simplement de ne pas avoir de PC à la maison. Donc on a mis en place ce système-là qui fonctionne à mon goût pas assez, donc à voir justement, là pour le coup l'indicateur c'est combien de cabines installées, quoi. Ça marche pas, on passe à autre chose. Il y a un certain nombre de communes qui ont mis en place des aides directes auprès de nos concitoyens en termes de guichets. Donc ça c'est quelque chose de très concret et évidemment qu'on l'a, j'ai pas le temps, mais on met en place aussi tout un dispositif d'acquisition de PC recycler des PC qu'il y a dans des entreprises qui sont en train de stocker dans des armoires. Donc là aussi, parce qu'avec la crise Covid, on a découvert que beaucoup de familles étaient vraiment en difficulté. Alors, il y a des smarts, mais il n'y a pas de PC. Donc là, on travaille là-dessus avec Reboot Écosystème. Peut-être sur la consultation des citoyens, ce que vous disiez, nous, on développe beaucoup d'hackathons sur le risque industriel. On a un site industriel important, donc on travaille là-dessus. Donc dès qu'il y a une problématique, systématiquement, on la met en place. Mais ce qui est important, à mon sens, sur la souveraineté, puis après je vous laisserai parler. Je vais répondre sur la souveraineté des données pour Monsieur Latif, je crois. À la ville de Montrouge, on a une souveraineté des données qui s'intègre dans une vision à 3 niveaux, on va dire. Vous avez le niveau européen d'abord qui nous encadre tous avec un grand progrès avec le DSA et le DMA. Je n'ai pas le temps de détailler, mais on est dans un cadre européen qui a évolué heureusement à court terme. On a un cloud français, si vous voulez, indépendant des clouds américains type Google, qui se met en place petit à petit. Et ce n'est pas les acteurs comme Google qui sont à la manœuvre, c'est plutôt des acteurs qui sont basés en France avec des data centers basés dans le nord-est de la région parisienne. Et vous avez, au niveau des contrats de tous les jours avec nos fournisseurs, l'exigence d'avoir la maîtrise des données, de ne pas leur laisser les données, qui ne nous donnent pas simplement des graphiques en statistique, mais qu'on ait bien les données de base des applications, par exemple, que nous utilisons. Et ça, je dirais, c'est un prérequis. Il suffit de l'exiger. Et puis voilà, les fournisseurs qui ne le permettent pas sont évacués par rapport aux autres. Ça devient un critère de sélection. C'est très concret, c'est très pratique et ça marche. Voilà, il y avait 2 questions, mais on me fait signe que je ne peux pas les prendre parce qu'on est en retard. Je tiens juste à préciser qu'on avait volontairement pas axé toute la table ronde sur la donnée, qu'on voulait aussi aborder d'autres points, même si on sait que c'est central. Donc il y a peut-être beaucoup de questions en suspens. Il y a une question sur la formation qui était comment on fait aussi pour dégager du temps, des crédits, etc. Et bah, voilà, il faut que je m'arrête, je suis désolé. Mais s'il y a plein de questions, je pense que vous êtes disponible juste après. Et moi, je pourrais me retrouver pour parler de retour d'expérience, etc. Merci à tous les 3 de vous être prêtés au jeu rapide de cette table ronde et merci à vous de vous être déplacés jusqu'ici. Merci.